BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda. Bonjour. Allez, on commence notre tour du monde, Benahouda, par les monarchies du Golfe et leurs difficultés à choisir entre Washington et Pékin. Oui, pas commode, et d'ailleurs, ces monarchies du Golfe ne choisissent pas. La semaine a une fois encore été particulièrement chargée pour les Saoudiens entre les Chinois et les Américains. Eleonora Ardemagni nous livre ici les clés d'analyse, selon elle, dans cet entre-deux. La demi-douzaine de ces monarchies du Golfe, liées entre elles, n'entendent pas choisir. Cette spécialiste de la péninsule arabique à l'Institut italien d'études de politique internationale qui se trouve à Milan, explique que ces États revendiquent en fait un choix multipolaire ou bien un multi-alignement, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine. Première raison essentielle à cela, le Golfe est géographiquement, rappelons-le, au centre de projets d'infrastructures économiques rivaux majeurs, les nouvelles routes de la soie chinoise et ce nouveau projet de corridor économique américain mis en avant, on en a parlé ici, lors du dernier sommet du G20 en Inde. Ces monarchies peuvent aussi se permettre de ne pas choisir, selon cette chercheuse, car elles ont toujours pour elles leurs hydrocarbures, leurs routes maritimes, leurs détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, leurs forces de frappe financière toujours plus croissante, leur rôle diplomatique de stabilisation. Elles peuvent donc d'autant plus ne pas opter que cela ne provoquera pas de casse, je cite, puisque ce golfe arabo-persique est celui des deux mondes. Autre point, l'intérêt de rejoindre le groupe des BRICS en 2024. Le format de ce forum et non d'alliance juridique contraignante réduit pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis la responsabilité et les coûts, je cite, tout en maximisant les bénéfices. Comprendre que c'est susceptible d'accroître les échanges commerciaux et la pénétration économique sans pour autant se lier à une structure formelle, officielle de défiance au bloc occidental que n'est pas justement le cercle des BRICS. Eleonora Ardemagni pense donc que ce multi-alignement va se révéler de plus en plus audacieux entre anciens alliés et nouveaux partenaires. Ouais. Direction la Colombie, Benahouda. Colombie qui est le pays le moins compétitif sur le plan fiscal de tout l'OCDE. Oui, loin des déboires de l'Argentine et encore plus loin de ceux de la Colombie, de l'Argentine. Bon, excuse-moi, je suis... Allez, on reprend. Pardon, excusez-moi. Direction la Colombie, Benahouda, pays qui est le moins compétitif sur le plan fiscal de tous les pays de l'OCDE. Oui, loin des déboires de l'Argentine et encore plus loin de ceux du Venezuela voisin, la Colombie est devenue le dernier membre de l'OCDE. C'était en avril 2020. L'Organisation de coopération et de développement économique, qui se trouve à Paris, est censée aiguiller ce pays sud-américain vers un statut plein d'économie développée. Les analystes à Bogota de l'ICP c'est l'Institut de sciences politiques Hernán Echevarría Olozaga, s'appuie ici sur un rapport d'un groupe de réflexion internationale sur ces questions fiscales, la Tax Foundation. La Colombie occupe la dernière place de l'ensemble des systèmes fiscaux de l'OCDE. C'est donc jugé le moins compétitif, 38e sur 38. Ah ouais. Trois raisons à cela, essentiellement. Le niveau de prélèvement sur la richesse nette, la taxation des transactions financières et puis l'imposition des sociétés qui est la plus élevée. Alors que parallèlement à cela, la taxe sur la valeur ajoutée couvre moins de 40% de la consommation finale. L'assiette de la TVA est donc très étroite, ce qui, je cite, relève des lacunes tant au niveau de la politique fiscale que de son application. Pour autant, tout n'est pas au dernier rang fiscalement s'agissant de la Colombie. C'est exactement l'inverse pour le travailleur qui a un salaire moyen. Le taux de prélèvement obligatoire le concernant est le plus bas de l'OCDE. Et puis, en Colombie, il faut voir qu'il n'y a pas d'impôt sur la succession, ce à quoi s'ajoute celui qui perçoit des dividendes ou réalise une plus-value doit s'acquitter d'un impôt très réduit. Donc, tout ne va pas si mal. L'un dans l'autre, pourtant, la compétitivité fiscale de ce nouveau venu dans l'OCDE est en train de se dégrader, parce que les experts de l'ICP de Bogota ont fait un calcul. Si la Colombie avait été membre de l'OCDE en 2014, donc 6 ans avant la réalité, elle aurait été classée cette année-là au 24e rang et non au 38e. C'est donc pour les autorités à une refondation de l'imposition, de la création économique, de la création de richesses que les autorités doivent s'atteler pour ne pas régresser après cette entrée dans l'OCDE. Et enfin, on ne pouvait pas se séparer
Benahouda, sans que vous souligniez l'importance de la bière artisanale pour l'écosystème économique de l'Ontario. Oui, parce que c'est affaire très sérieuse sur le plan économique pour les Canadiens. Ça a été très relayé dans le pays. Le prix de la meilleure bière du pays vient d'être attribué au début du mois à un jeune couple de Colombie-Britannique, propriétaire d'une petite brasserie artisanale qui pourrait donc ne plus le rester petite longtemps. Alors là, on est dans l'Ontario, c'est-à-dire de l'autre côté du pays, où la province qui compte pour 38% du PIB canadien. La bière artisanale représente là-bas le segment de croissance manufacturière le plus rapide, tous secteurs confondus. D'après ce document publié par le Centre canadien d'analyse économique de Toronto, le nombre de ces brasseries dans l'Ontario a été multiplié par 4,5 entre 2012 et 2022. C'est un peu leur nouvel Internet à eux. Chacune emploie en moyenne 14 salariés. Leur chiffre d'affaires annuel cumulé à l'échelle de la province, rien que cette province, tend également vers le demi-milliard d'euros. Et cela permet de créer près de 350 millions d'euros d'activités induites dans d'autres secteurs comme l'emballage, comme la logistique. Sans compter, là aussi c'est très important, l'irrigation financière des zones rurales, du terroir. Mais d'après David Stiff et ses collègues, les vents sont devenus contraires. Parce que la taxation de l'Ontario, par l'Ontario s'est alourdie depuis 2010. Ce qui limite la capacité d'investissement et d'embauche quand même dans ces brasseries artisanales, alors que les coûts d'approvisionnement, eux, comme partout ailleurs dans le monde, augmentent. Ça favorise donc des brasseurs estampillés artisanales, mais qui en fait fonctionnent en réseau, sans rattachement à un terroir. Et puis les canaux de distribution canadiens privilégient toujours plus les grandes marques, les très grandes marques, les multinationales canadiennes dans ce domaine, ce qui resserre les débouchés pour de l'artisanal et donc diminue le choix possible pour le consommateur. Et c'est là que les auteurs expliquent qu'en fait, c'est de l'autre côté de la frontière qu'il faut aller voir, aller s'inspirer dans le Michigan et l'État de New York, où là, il y a eu une modernisation de la régulation pour la bière artisanale et un meilleur accès au marché, c'est-à-dire à la pénétration dans les supermarchés. Et il y aurait, semble-t-il, là de quoi augmenter la production et la rentabilité de la brasserie artisanale de l'Ontario. Vous voyez comment on peut tirer beaucoup de leçons économiques d'un secteur comme ça qui paraît artisanal, tranquille et qui pourtant connaît en France, on a une beaucoup plus de croissance brasseurs aussi forte. de brasseurs, mais qui rencontrent aussi un peu cette phase d'essoufflement parce que c'est difficile effectivement de trouver ensuite des relais de croissance. Et ben merci beaucoup Benahouda, c'était absolument passionnant comme d'habitude. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.